Pendant l'accouchement, la femme de M. Belmont est décédée tragiquement, le laissant élever seule leur fille jumelle. Quand les filles ont eu 5 ans, il s'est remarié, mais sa nouvelle femme détestait les jumelles et les appelait des outardes, ce qui a conduit à un divorce amer à partir de ce moment-là. M. Belmont a juré de ne plus jamais se remarier. Il a vendu toutes ses propriétés juste pour s'assurer que ses filles puissent aller à l'école. Les gens de la communauté se sont moqués de lui, le traitant d'idiot. Vendre sa seule source de revenus juste pour éduquer des filles. Elles grandiront, se marieront et vous laisseront derrière elles, disait-il. Mais M. Belmont n'a jamais abandonné. Les années passées, maintenant ses filles sont revenues non seulement pour le voir, mais pour le rembourser de chaque sacrifice qu'il avait fait. Regardez la vidéo complète pour découvrir l'histoire. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, prenez un moment pour vous abonner pendant que nous plongeons dans l'histoire complète. À nos abonnés fidèles, merci de toujours regarder et aimer nos vidéos. Entrons maintenant dans l'histoire complète. L'air de l'hôpital Sainte-Brigitte était chargé d'excitation jusqu'à ce que les bips des moniteurs ralentissent. Le dernier cri de Marina s'est estompé et le silence a englouti la pièce. À l'extérieur, M. Belmont arpentait le couloir en construisant des avions miniatures dans sa tête pour le fils qu'il attendait, puis le docteur est arrivé, chapeau à la main. « Ta femme est morte, mais tes filles sont vivantes. » 2 infirmières ont placé de minuscules bébés dans ses bras tremblants, de parfaites jumelles identiques. Un sanglot s'est échappé de sa gorge. « Marina, tu as promis que nous l'appellerions Daniel s'il était un garçon. » Ses larmes ont frappé les couvertures. Il a embrassé chaque front et a murmuré. « Emma et Clara, je prendrai soin de vous moi-même, les filles. » Le chagrin et l'émerveillement luttaient en lui, mais le vœu fut fait, sans mère, sans famille élargie, seulement avec le souvenir de sa défunte mère enterrée 3 mois plus tôt. M. Belmont a porté les nouveau-nés dans une nuit qui semblait interminable. À la maison, les factures et les plans funéraires étaient éparpillés sur la table de la cuisine comme des promesses non tenues. L'aube est arrivée avant le sommeil. Les bébés ont pleuré, affamés, et il a paniqué devant les boîtes de lait maternisées vides. Il a parcouru la ville avec les jumelles cachées sous son manteau. Belmont a rencontré Madame Arlène, une sage-femme qui recueillait le lait maternel des mères allaitantes. Elle a pressé 2 bouteilles dans ses mains et a dit « Ce sont les enfants de tout le monde maintenant. » Sa gentillesse l'a stupéfait, l'humanité avait encore de la lumière en elle. Cette aube fragile, Belmont trouva assez d'espoir pour continuer à respirer. Il berça les bébés en fredonnant des berceuses. Marina aimait la maison. Il faisait plus froid, mais les jumelles, de petits souffles, lui réchauffaient la poitrine. Au cours des semaines suivantes, il cousit des couches avec de vieux draps, fit bouillir de l'eau dans des pots rouillés et apprit à emmailloter par essai et erreur. Les voisins jetèrent un coup d'œil par-dessus la clôture en chuchotant qu'un charpentier ne pouvait pas élever des nourrissons seuls. Il les ignora, réparant un mobile au-dessus du berceau fait de chutes de bois et de ficelles. Lorsque l'épuisement menaçait, le vœu résonnait « Je prendrai soin de vous ». Lors du premier contrôle mensuel, les jumelles prenaient du poids. Les infirmières s'émerveillaient. Les habitants de la ville avaient cessé de prédire un désastre, mais la solitude s'installait chaque nuit. Belmont se tenait à la porte de la chambre, regardant les filles dormir, murmurant des histoires sur leur mère. La femme qui aimait la tarte à la mangue, qui riait plus fort que les cloches de l'église, qui était morte pour qu'elle puisse vivre. Il priait qu'un jour elle comprenne la profondeur de ce sacrifice. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait offrir, c'était des mains fermes et le cœur têtu d'un père. Avant même que les jumelles n'apprennent à sourire, la légende d'un charpentier qui refusait d'échouer, ses filles, commença à grandir tranquillement, une nuit blanche à la fois. 3 mois plus tard, Emma découvrit son pouce et Clara maîtrisa l'art de crier chaque fois que sa sœur attirait l'attention. Monsieur Belmont jonglait entre les tétés et les commandes de meubles, sculptant des têtes de lit tout en berçant un berceau avec son pied. Un après-midi, la poussière de bois volait. Il s'évanouit de fatigue. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la femme du chef du village agitait un doigt. « Tu as besoin d'aide, mec, l'orgueil t'enterrera plus vite que le chagrin. » Elle organisa un emploi du temps pour 4 femmes, visites tournantes, lavage du linge, apport de soupe, et lui enseignant les secrets des coliques, pleurs et érythèmes fessiers. Belmont protesta, mais s'abandonna bientôt à leur amour pratique. Madame Arlène arrivait chaque soir avec des biberons de lait maternel neuf. Marina avait sauvé de nombreuses mères en leur apprenant à lire. Maintenant, elle lui rendait l'appareil. Ces paroles apaisèrent sa culpabilité d'accepter la charité. Il prit des notes méticuleuses sur les heures et les volumes des repas, déterminé à élever des filles fortes et en bonne santé.
Les jumelles devinrent des bambins potelés, transformant l'atelier de menuiserie en aire de jeu. Des copeaux de bois devinrent des confettis dans leurs cheveux. Le premier mot d'Emma fut simple, celui de Clara fut « papa ». Chaque étape importante alimentait la détermination de Belmont à leur offrir des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues, surtout en matière d'éducation. Les ragots communautaires prirent cependant une nouvelle tournure. Un homme ne peut pas vivre sans femme. Les aînés insistaient sur le fait que les enfants avaient besoin de la main d'une mère. Des prétendantes pour Belmont apparurent sur les étals des marchés, subtiles comme des nuages de pluie, louant ses compétences et faisant allusion à des soirées solitaires. Il sourit poliment, le cœur fermé. La nuit, il conversait avec le portrait de Marina, confessant ses craintes. « Suis-je assez pour elle ? Elle mérite mieux que des jouets sculptés. » Mais le tableau ne brillait qu'à la lueur des bougies, avec une approbation silencieuse dans ses yeux peints. Un dimanche, après l'église, le pasteur Ozu donna un sermon sur la camaraderie. Sous son poids, Belmont sentit le banc se briser, même si ce n'était qu'une illusion. Le regard de la congrégation s'attarda tandis qu'il conduisait les jumelles dehors. Plus tard, en les berçant pour dormir, il demanda à haute voix « Oserais-je laisser quelqu'un d'autre entrer ?» La question resta sans réponse, dérivant à travers la fenêtre ouverte, comme l'odeur du cèdre frais. Dans ces mois calmes, père et fille formaient une forteresse. Des étrangers voyaient le chaos, traînées de sueur, couches séchant près du poêle, commandes clients incomplètes. Mais à l'intérieur battait un rythme de rire et de berceuse, une mélodie assez forte pour faire taire les ragots de la ville, au moins pour un temps. Quand les jumelles eurent 5 ans, les frais de scolarité se profilèrent. L'entreprise de menuiserie de Belmont était modeste, bureau, armoire, factures payées, mais elle laissait peu d'excédents. Après un trimestre particulièrement maigre, il pensa à se remarier, non pas par amour mais par partenariat. Puis il rencontra Élise, voix douce, récemment veuve, admirée pour sa cuisine. Elle fit l'éloge des meubles de Belmont, chouchouta les jumelles lors de brèves visites et promit de les traiter comme les siennes. Son doux sourire éroda son hésitation. Le mariage fut simple, vœux sous un manguier, chant de chorale flottant dans la cour. Les jumelles virevoltaient dans des robes jaunes, excitées d'avoir gagné une Mama Élise. Pendant 6 doux mois, la maison sentait le pain frais. L'heure du coucher comprenait des histoires à 2 voix. Belmont osa croire que le destin leur avait accordé une seconde chance de fonder une famille. La réalité frappa un jeudi humide. Belmont revint de l'atelier en retard, la sueur collée à sa chemise. Entendant des cris, il se précipita à l'intérieur. Élise dominait les jumelles, brandissant une cuillère en bois. Des marques se formaient déjà sur leurs petits bras. « Bâtarde de jumelles !» cracha-t-elle. « Vous avez renversé de l'huile de palme sur mon nouveau pagne. » Clara se recroquevilla. Emma protégea sa sœur. Quelque chose de primitif s'enflamma en Belmont. Il s'interposa entre elles, la voix basse mais tremblante. « Tu les touches encore et tu répondras devant moi et devant Dieu. » Le visage d'Élise se tordit de dédain. « Tu crois que quelqu'un d'autre voudra d'un homme maudit avec des filles sans mère ?» Elle fit ses valises avant l'aube et claqua le portail. Les voisins chuchotèrent sur le mariage raté pendant que Belmont berçait les jumelles, gémissantes dans leur sommeil. La honte brûlait, mais la rage brûlait plus fort. Au lever du soleil, il s'agenouilla près de leur lit. « Plus jamais je ne jouerai avec ta sécurité. Tu es tout pour moi. » Le vœu renouvelé, l'école à toute épreuve reprit. La mémoire d'Élise s'effaça comme la craie sous la pluie. Belmont cuisina des crêpes inégales, traisa des cheveux avec des parties tordues, oublia les formulaires du jour des photos, mais les jumelles riaient malgré tout. Ils inventèrent une poignée de main secrète, 3 applaudissements et un coup de nez, symbole d'une unité indestructible. Si la solitude le piquait la nuit, Belmont l'enterrait, ponçant des planches jusqu'à l'aube pour remplir des commandes d'étagères. Chaque pièce finie finançait les frais d'inscription aux concours d'orthographe et aux excursions scolaires. Les membres du conseil du village secouaient la tête. Qui vend son cœur pour des filles? Les fils porteront ton nom, pas elles, disait-il. Belmont répondait avec plus d'étagères et de rires résonnant dans le hangar de bois. Dans ce défi, les jumelles apprirent leur première grande leçon. La famille est faite de ceux qu'on choisit. Chaque jour, l'école primaire défilait dans un flou de poussière de craie et d'échanges de boîtes à lunch. Emma adorait les tableaux scientifiques. Clara bricolait des radios cassées en prétendant pouvoir les faire chanter à nouveau. La fierté de Belmont gonflait chaque fois que les bulletins scolaires arrivaient. Pourtant, il remarqua les frais croissants pour les manuels scolaires du collège,
les uniformes et les contributions au laboratoire. Les revenus de l'atelier de menuiserie plafonnaient tandis que les prix du bois augmentaient. Il se serra la ceinture, sauta les dîners et accepta des commandes de nuit, façonnant des bureaux sous une faible lumière au kérosène. Un après-midi pluvieux, un homme d'affaires entra dans l'atelier et admira un berceau en acajou que Belmont restaurait pour un client. « Votre savoir-faire est gaspillé ici », dit-il. « Ouvrez une salle d'exposition en ville. » Belmont sourit mais secoua la tête. La ville était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Ses rêves portaient des uniformes scolaires, pas des costumes. Sans avertissement, des inspecteurs du gouvernement arrivèrent, invoquant de nouveaux permis et des améliorations de sécurité. La conformité coûterait plus qu'une année de profit. Belmont plaida pour un délai, mais reçut un avis de fermeture ce soir-là. Il étala le document sur la table du dîner. Les jumelles, désormais âgées de 13 ans, le regardèrent enfouir son visage dans ses mains calleuses. Emma tendit la main et murmura « Papa, tout ira bien ». Ils récupérèrent du bois de récupération pour construire des nichoirs et les vendirent sur les marchés du dimanche. Clara peignit des ailes éclatantes. Emma conçut des bases pivotantes. Les clients adorèrent la nouveauté, mais les revenus n'entamèrent guère les frais de scolarité. Belmont envisagea de vendre son bien le plus précieux, l'atelier de menuiserie qu'il avait bâti de ses mains. L'idée lui sembla équivalente à vendre un membre, mais l'avenir exigeait des sacrifices. Il visita le cadastre, le cœur battant, et revint avec une pancarte de vente. Les ragots explosèrent. Un homme stupide. Les filles se marieront et partiront. Investissez plutôt dans des fils, disait-il. Les jumelles entendirent chaque ricanement, mais restèrent silencieuses. Elles ajoutèrent de la couleur au nichoir, transformant la douleur en art. 3 mois plus tard, un acheteur offrit de quoi couvrir les frais de scolarité et une modeste allocation de subsistance. Belmont signa les clés, tremblante sous sa main, le jour du déménagement. Les jumelles pressèrent leurs paumes sur les murs poussiéreux, remerciant l'atelier. « Merci de nous avoir nourris toutes ces années. » Belmont verrouilla la porte une dernière fois. Des larmes tombèrent sur le cadenas en fer. Il s'éloigna avec seulement une boîte à outils. Des mains identiques tenaient chacune de ses filles derrière lui. Le panneau en bois grinça. Le vent murmurait un adieu que personne d'autre n'entendait. Le déménagement était inévitable. Ils louèrent 2 petites chambres derrière la bibliothèque centrale de la ville, près du nouveau lycée des jumelles. Belmont chercha du travail, mais les postes de menuisier étaient rares. Un poste de concierge attira son attention. Le personnel de nettoyage de la bibliothèque avait besoin de renforts. Salaire modeste. Horaire modeste. De l'aube à midi. Il postula, expliquant son expérience du travail du bois. La bibliothécaire en chef, Madame Mensa, examina ses paumes cirées, puis sourit. Quiconque respecte le bois respectera les livres. Le poste est à vous. Chaque matin, avant le lever du soleil, Belmont balayait les couloirs de marbre, polissait les tables de lecture, huilait les charnières grinçantes. Au lever du soleil, il humait l'odeur du papier et de l'encre, une forêt différente de celle qu'il avait autrefois sculptée. Il rangeait les pages déchirées dans ses poches pour les rafistoler à la maison, en marmonnant « Aucune histoire ne mérite la poubelle ». Les jumelles le rejoignaient souvent après les cours, finissant leurs devoirs entre les étagères tandis que leur père nettoyait. Les bibliothécaires les adoraient et glissaient des manuels supplémentaires dans leur sac à dos malgré les budgets serrés. Les soirées familiales étaient pleines de rire. Ils partageaient un bol de riz jollof, des énigmes et des études sous une seule ampoule. Clara disséquait des réveils cassés. Emma traçait des trajectoires de vol sur des cartes du monde récupérées dans les archives de la bibliothèque. Belmont observait, émerveillé par la façon dont la soif de savoir éclipsait la soif de nourriture. La ville, cependant, avait des langues plus acerbes. Les commerçantes se moquaient de Belmont marchandant des tomates abîmées. « Où est ta femme ?» demandait-elle. Les chauffeurs de taxi plaisantaient en disant qu'ils devraient prêter les jumelles contre une avance de dot. Chaque insulte le blessait, mais il rangeait les morceaux avec l'intention de construire quelque chose de mieux. Plus tard, un week-end, l'école annonça une sortie scolaire à l'aéroport régional. Frais de participation inabordables. Belmont envisagea les prêteurs sur gage. Entendant son soupir, Emma le supplia. « Papa, ne fais pas ça. On va écrire des dissertations à la place. » Mais Madame Mensa intervint discrètement, les parrainant. Les jumelles débarquèrent sur le tarmac, regardant les avions gronder au-dessus de leur tête.
Le destin rugit. Emma sentit son pouls s'arrêter sous l'effet des réacteurs. Clara étudia les volets d'ailes, les yeux brillants d'équation. Elles rentrèrent chez elle, essoufflées, déclarant une carrière dans l'aviation. Belmont hocha la tête, effrayé et fier. Entrelacé, il dit. Alors nous viserons le ciel, sachant que le sol sous ses pieds était déjà fissuré. Les frais de scolarité de la dernière année les ont presque brisés. Belmont rafistola leurs chaussures d'école avec des restes de cuir. Il répara les uniformes jusqu'à ce que les coutures grincent et accepta des heures de ménage supplémentaires. Il nettoya les graffitis des cages d'escalier à minuit. Les jumelles se portèrent volontaires pour des ventes de pâtisserie à l'église. Elles économisèrent des pièces dans une boîte à biscuits étiquetée « Skyfin ». La semaine de la remise des diplômes, les lettres d'admission arrivèrent. Emma, acceptée en licence d'aviation à l'Emerald Air Academy. Clara, acceptée en génie mécanique et avionique à l'université Techfront. Les frais de scolarité transformèrent l'excitation en panique silencieuse. Elles explorèrent les bourses. La concurrence était féroce. L'une d'elles exigeait une dissertation intitulée « Pourquoi mon parcours nourrit mes rêves ?» Emma écrivit sur la perte d'une mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle trouva des pères dans les rayons de la bibliothèque et rêva de pousser moteur. Clara décrivit des nichoirs et des radios cassés, transformant ses souvenirs en leçons sur la portance et le couple. Leur honnêteté brute obtint des subventions partielles, mais insuffisantes. À l'aube, Belmont se tenait devant leur chambre louée, fixant sa boîte à outils, la dernière relique de son art. Il l'apporta à un prêteur sur gage. Le vendeur examina chaque ciseau, proposa un prix humiliant. Belmont accepta, ses larmes masquées par la sueur sur ses joues. Ce soir-là, il déposa de l'argent devant les jumelles. « L'université aura lieu », déclara-t-il. Elles pleurèrent, non de joie, mais sous le poids de son sacrifice. Les moqueries de la communauté s'intensifièrent. D'anciens voisins envoyèrent des lettres. Un homme sans bien n'est pas un homme. Belmont les brûla. Il nettoyait maintenant des immeubles de bureaux le week-end, accompagné des jumelles qui essuyaient les vitres pour de l'argent de poche. Des inconnus pensaient qu'elles étaient ses employées. Il les présenta fièrement comme de futurs pilotes et ingénieurs. Certains rirent. D'autres leur offrirent des billets de bus. En septembre, ils réunirent les frais du premier semestre. Le jour de l'emménagement, Belmont emprunta une brouette pour transporter 2 valises et une pile de manuels d'occasion sur les pelouses du campus. Des étudiants, dans des voitures Tapax en grave-l'œil, fixèrent les jumelles et les saluèrent avant de partir. Belmont s'agenouilla là, en pleine exposition publique, au diable les regards et pria pour elles, demandant à Dieu d'échanger sa force contre leur réussite. Les portes de l'ascenseur du dortoir se fermèrent, emmenant ses filles vers le haut, tandis que lui restait au rez-de-chaussée, rentrant seul chez lui. Il se sentait à la fois vide et plein. Les lumières de la ville se brouillèrent, et pour la première fois depuis la mort de Marina, Belmont se permit d'imaginer un avenir où le chagrin serait. Note de bas de page, pas un titre, mais un nouveau commencement. La vie universitaire était à la fois éblouissante et brutale. Emma se battait contre la physique avancée. Clara patientait pendant les cours de calcul et de conception de machines. De nombreux camarades de classe arrivaient dans des véhicules avec chauffeur. Les jumelles prenaient des bus bondés à l'aube, équilibrant des notes sur leurs genoux. Le soir, elles faisaient le ménage à temps partiel dans une cafétéria, versant les restes de soupe dans des thermos pour leur père. Belmont, maintenant âgé de 48 ans, sentait ses muscles protester à chaque coup de serpillière. Pourtant, il refusait de se reposer, chronométrant ses pauses pour appeler les jumelles et réciter des citations motivantes griffonnées sur des serviettes. La pression transforme les pierres rugueuses en pierres lisses, disait-il. Elle répétait cette phrase avant chaque examen. À mi-semestre, l'ordinateur portable de Clara tomba en panne, supprimant un devoir crucial. Le remplacement était impossible. Elle emprunta des ordinateurs de laboratoire à des heures indues, jusqu'à ce que les agents de sécurité se plaignent. Emma resta éveillée, résolvant des problèmes pratiques à la lampe de poche pour que sa sœur puisse utiliser leur bureau partagé. L'épuisement frappa à leur chambre comme un tuteur indésirable, mais elles gardèrent la porte fermée. Lors d'un symposium sur le campus, Emma impressionna un pilote en visite par ses questions sur l'ergonomie du cockpit. Il lui offrit un mentorat et l'accès à des simulateurs de vol. Pendant ce temps, Clara remporta un concours de design en proposant des ailettes réglables pour petits avions. Le prix couvrit le loyer du mois suivant. Elles téléphonèrent à leur père,
les voix tremblantes de soulagement. Belmont dansa seul dans le couloir de la bibliothèque, un ballet comme partenaire, des larmes ébrant son sourire. « Dieu entend les coups persistants », murmura-t-il. Mais les difficultés persistaient. Belmont glissa sur du marbre mouillé et se foula le dos. Un congé maladie signifia une perte de salaire. Alité pendant une semaine, ils s'inquiétaient pour leur loyer. Les jumelles retirèrent leur pourboire de la cafétéria et promenèrent les chiens des professeurs aisés, envoyant les fonds à la maison. Les difficultés tournaient comme des engrenages d'horloge, mais n'arrêtèrent jamais complètement la machine. À la fin du semestre, les 2 filles se classèrent parmi les 5 premières de leur cohorte. Les listes du doyen grandissaient, et les murmures passèrent du dédain à l'admiration. Elles retournèrent dans leur petite chambre, se tapant dans la main devant des bols de nouilles instantanées. À l'extérieur, des feux d'artifice crépitaient pour la journée des fondateurs de l'université, mais à l'intérieur, 3 cœurs célébraient un triomphe plus discret. La foi s'était révélée plus forte que les circonstances. La 2e année commença avec des promesses, jusqu'à ce que Belmont reçoive un avis d'expulsion. Le loyer avait grimpé au-delà de ses moyens. Son salaire de concierge lui permit à peine de ranger ses affaires dans un espace emprunté à l'église et de dormir sur un tapis de la réserve de la bibliothèque. Lorsque les jumelles venaient lui rendre visite pendant les vacances, il inventait des histoires sur la rénovation d'un appartement. Elles sentirent le mensonge, mais respectèrent sa fierté. Un soir, l'épuisement le fit s'endormir alors que la machine à polir ronronnait encore. Elle fit un bond et s'écrasa contre les étagères. Les livres tombèrent comme des dominos. Une première édition inestimable atterrit dans l'eau sale. Madame Mensa Alta. Belmont, ta santé se détériore. Menacée de licenciement, il avoua tout. Au lieu de le renvoyer, elle organisa une collecte de fonds, invoquant ses décennies de service. Les professeurs, les anciens élèves firent des dons. Des chèques arrivèrent par la poste en quelques semaines. Les fonds couvrirent ses frais médicaux et lui trouvèrent une chambre près du campus. Belmont protesta, mais Madame Mensa insista. « Vous avez réparé nos livres, laissez-nous réparer votre vie. » Pendant sa convalescence, il assista à des cours du soir gratuits sur le dessin assisté par ordinateur, affirmant que les vieux chiens apprennent de nouveaux tours. Les jumelles l'encouragèrent. Emma supervisa son programme de kinésithérapie par appel vidéo, tandis que Clara lui envoyait par courriel des plans de chaises ergonomiques pour prévenir de futures blessures. Le lien qui les unissait devint plus fort que jamais. À la fin de l'année, l'école d'aviation annonça un programme de stage compétitif avec Skyway Airlines. Il n'y avait que 2 places disponibles. Emma soumit sa candidature, acharnée et courageuse, en compétition avec des étudiants ayant des connexions familiales dans l'industrie. Le jour de la sélection, elle vit son nom sur le panneau d'affichage, classée première. Elle s'effondra dans les bras de Clara, en criant « La serpillière de papa m'a acheté des ailes ». Pendant ce temps, Clara décrocha un stage d'été chez Aeroch Manufacturing. Elle conçut un prototype de support avionique, robuste mais léger, impressionnant ses superviseurs. Ils prolongèrent son stage indéfiniment avec une modeste allocation. Elle en envoya la moitié à Belmont, qui l'utilisa pour souscrire une assurance maladie pour la première fois depuis des années. La nuit, Belmont écrivait dans son journal sa gratitude, pour le lait renversé qui avait conduit à des mères donneuses, pour les berceaux ruinés qui avaient donné naissance à des nichoirs, pour avoir dormi sur le sol des débarras qui avaient rendu les étrangers généreux. Il comprit enfin le modèle. La douleur creusait un espace pour la bénédiction, une écharde à la fois. La 3e année se brouilla dans les mémoires finaux, les heures de simulateur et les sprints de conception sans sommeil. Les jumelles partageaient un mantra, un pas de plus. Quand l'anxiété les frappait, elles appelaient à la maison pour entendre la voix de baryton régulière de Belmont réciter le psaume 23. À son tour, Belmont s'appuyait sur ses collègues de la bibliothèque, qui surveillaient son alimentation et le forçaient à se reposer. Un mois avant les examens finaux, Belmont ressentit une sensation familière de serrement dans la poitrine en polissant les rampes en chaîne. Les médecins confirmèrent qu'il aurait besoin d'un léger traitement contre l'hypertension, ajoutant une nouvelle dépense. Emma menaça d'abandonner un cours pour faire des heures supplémentaires. Il l'interdit. Clara proposa de vendre son téléphone. Il opposa également son veto. Ils firent un compromis, lui envoyer des repas préparés chaque semaine sur le campus. Emma réussit son contrôle de vol aux instruments en enregistrant un décollage et un atterrissage sans faille. Clara dévoila son projet de fin d'études,
un module de diagnostic assisté par IA pour les systèmes de cockpit. Les juges lui attribuèrent les plus hautes distinctions. La nouvelle se répandit rapidement, les jumelles du nettoyeur qui avaient tout vendu. Les médias demandèrent des interviews. Elles refusèrent, invoquant la priorité des examens. Mais la légende grandit à la bibliothèque. Le personnel prévoyait une fête de départ surprise. Le contrat de Belmont prit fin, victime d'une restructuration financière. Il accepta la nouvelle doucement, comme un changement de saison. Madame Mensah fit circuler son CV dans les boutiques de meubles de la ville. En quelques jours, Artisan Galerie lui proposa un poste de consultant en conception de pièces sur mesure pour des hôtels de luxe. Le salaire était 3 fois supérieur à celui de nettoyeur. Il valorisait non seulement ses compétences, mais aussi son histoire. Lorsqu'il téléphona aux jumelles pour leur annoncer la nouvelle, elles crièrent si fort que l'alarme du dortoir sonna. 3 victoires en une semaine. C'était surréaliste. Emma applaudit en scandant. Papa est de retour aux affaires. Clara calcula la vitesse à laquelle il pourrait régler ses factures de services publics impayées. Exactement 2 cycles de paie. Les examens furent terminés. Les robes de cérémonie furent commandées. Belmont tailla son vieux costume du dimanche et le repassa à la perfection. Il acheta un appareil photo d'occasion et apprit les bases de la photographie sur YouTube. Déterminé à immortaliser chaque instant, il écrivit dans son journal. « Marina, viens voir ce que tes filles sont devenues. » Le jour de la remise des diplômes se leva, radieux comme une prophétie. Des rangées de casquettes scintillaient sous les lumières du stade. Belmont arriva en avance, décrochant une place au premier rang, entouré de mentors et de parents. Lorsqu'Emma traversa la scène, il cria « C'est mon pilote !» Ce qui provoqua des rires dans les tribunes. Clara suivit, le pompon de sa toque se balançant, envoyant un baiser. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Belmont essaya de photographier, mais les larmes brouillèrent le viseur. Des inconnus prirent des photos pour lui. Après la cérémonie, les jumelles le tirèrent jusqu'au tarmac où Skyway Airlines avait stationné un avion d'entraînement pour des démonstrations. Emma, désormais officiellement copilote stagiaire, l'invita à monter dans le cockpit. Il traça du doigt les interrupteurs comme des reliques sacrées. « Je construisais des avions jouets à partir de ferraille, murmura-t-il. Elle répondit. « Tes mains ont aussi construit cet avenir. » Clara les rejoignit en tenant un cadeau, un avion miniature en bois, sculpté dans des chutes d'acajou, le premier bois que Belmont lui avait permis de toucher. « Pour ton bureau à la galerie Artisan, » dit-elle. Il le berça comme s'il respirait. « Mia, » murmura-t-il. Les équipes finirent par coincer la famille pour des interviews. Un journaliste demanda à Belmont ce qui le motivait. Il répondit simplement. Une promesse à leur mère. Le clip devint viral, inspirant des parents dans tout le pays. Des dons affluèrent, permettant aux jumelles de créer un nouveau fonds de bourse d'études pour les filles en STEM, nommé Christiana S. Promise. Ce soir-là, ils mangèrent dans une voiture, savourant des bananes plantain frites dans un stand en bord de route, préférant les saveurs humbles au banquet d'hôtel. Entre 2 bouchées, ils planifièrent les prochaines étapes. Les séances de simulateurs pour Emma. La résidence d'ingénieur pour Clara. Et la première installation de Belmont, un comptoir de réception en noyer sculpté pour un hall d'hôtel. 3 chemins, un seul battement de cœur sous les lampadaires. Belmont leva son visage vers le ciel. Des avions rugirent au-dessus de leur tête. Leurs balises rouges traçaient des arcs dans le destin. Pour la première fois en 21 ans, il s'autorisa à expirer pleinement. Le vœu n'avait pas seulement survécu, il avait pris son envol. 6 mois passèrent. Les créations de meubles sur mesure de Belmont ornaient désormais les suites d'hôtels et les bureaux d'entreprise. Il forma des apprentis, partageant à la fois ses techniques de menuiserie et des leçons de vie sur le sacrifice. Le soir, il suivait des cours de commerce, apprenant la logistique de la chaîne d'approvisionnement. L'éducation ne finit jamais, disait-il à ses apprentis, écho des conseils donnés autrefois à ses filles. Emma passa au copilotage de vols régionaux, collectionnant des cartes postales des villes qu'elle avait autrefois tracées sur des cartes décolorées. À chaque atterrissage, elle murmurait « Papa, nous avons réussi !» Le module de diagnostic de Clara obtint un brevet. Aérotech lui offrit un poste de leader. Elle répondit en négociant une subvention de recherche pour les écosystèmes. Ils acceptèrent. Les jumelles retirèrent leurs économies et explorèrent des biens immobiliers.
Un samedi, elles conduisirent Belmont dans un quartier fermé à l'extérieur de la ville. Il supposa qu'elle proposait des travaux de meubles. Au lieu de cela, elles s'arrêtèrent devant un manoir de couleur crème. « Bienvenue à la maison, papa », annonça Clara. Une plaque dorée à côté de la porte indiquait « Duncan House ». Le choc le rendit sans voix. À l'intérieur du salon, des portraits de Marina, des jumelles à tous les âges, et une copie encadrée de sa licence de menuiserie originale ornaient les murs. Des larmes coulèrent sur le marbre poli. « Je ne peux pas accepter un tel luxe », balbutia-t-il. Emma s'approcha et dit doucement. « Tu as dormi sur le sol d'un débarras pour que nous puissions avoir des manuels scolaires. Accepte ce toit, parce que nous le pouvons enfin. » Il se rendit, les embrassant jusqu'à ce que les rires remplacent les sanglots. Ils organisèrent une pendaison de crémaillère, invitant bibliothécaires, mères donneuses, apprentis et même certains sceptiques qui s'étaient moqués autrefois de lui. Beaucoup s'excusèrent, certains restèrent silencieux, humiliés par la preuve éclatante de la foi d'un père. Belmont leva un verre de Malte, portant un toast à Marina et à chaque allié invisible croisé en chemin. Cette nuit-là, debout sur le balcon, il regarda les lumières de la ville scintiller au loin comme des bougies votives. Un avion prit son essor dans le ciel. Peut-être était-ce Emma aux commandes. Peu importait. Le ciel, désormais, lui semblait personnel. Un journal écrit entraîné de condensation. Avec la stabilité enfin atteinte, les jumelles tournèrent leur regard vers l'extérieur. Elles présentèrent au conseil municipal une idée audacieuse, construire une école primaire et une clinique combinées dans leur ville natale rurale, où l'éducation et les soins de santé étaient rares. Le financement provenait de leur salaire, des bénéfices, et des dons que Belmont avait inspirés par ses interviews virales. Le conseil accorda le terrain. La construction commença. Belmont supervisa la menuiserie sur site, concevant des bureaux suffisamment larges pour les étudiants gauchers souvent négligés. Emma enseigna des ateliers de sciences et d'aviation le week-end, laissant les enfants fabriquer des avions en papier. Clara installa des panneaux solaires, expliquant les énergies renouvelables en termes simples. Le jour de l'ouverture attira des foules. Le bâtiment portait fièrement le nom Christiana Memorial School and Health Center. La cérémonie d'inauguration fut marquée par des chants choraux et un survol d'avions de SkyWest Airlines en l'honneur de Emma. Les enfants crièrent de joie. Les anciens pleurèrent. Belmont prononça un discours. Certains avaient qualifié l'investissement dans les filles de gaspillage. Aujourd'hui, ces filles investissaient dans tout le monde. Les applaudissements tonnèrent. Les titres des journaux firent l'éloge des jumelles, mais elles redirigèrent le crédit vers les donateurs de la communauté et les premières personnes qui les avaient aidées, comme Madame Arlène et Madame Mensa. Chacune reçut une plaque honorifique. L'humilité, pensait-elle, était la voie à suivre pour un impact durable. Dans les mois suivants, les infirmières de la clinique enregistrèrent une baisse spectaculaire des maladies évitables. Les inscriptions scolaires doublèrent, en particulier chez les filles. Les histoires de réussite se propagèrent. Une enfant annonça qu'elle deviendrait pilote. Un futur médecin s'inspira des deux sœurs. Les vœux de Belmont, désormais, atteignaient des rivages qu'ils ne verraient jamais. Malgré les triomphes, de vieilles blessures refirent surface lorsqu'Élise, l'ancienne belle-mère qui était partie, apparut un jour à la galerie de Belmont, décharnée et désespérée. Son second mari avait dilapidé ses économies. Elle cherchait maintenant un emploi. Le personnel se hérissa, mais Belmont offrit du thé dans des tasses fumantes. Élise s'excusa pour sa cruauté passée envers les jumelles. « Je me noyais dans ma propre amertume », avoua-t-elle. Belmont sentit la colère monter, mais il se souvint des nuits blanches passées à graver le pardon dans le bois. Il lui avait fourni un petit contrat de conseil, garantissant qu'elle rendrait compte aux ressources humaines et non à lui. Ce soir-là, il l'annonça aux jumelles. Clara serra la mâchoire. Emma soupira en se rappelant le psaume 23. Elles furent d'accord, la miséricorde n'effaçait pas la mémoire, mais elle libérait le cœur de ses chaînes. La nouvelle du geste de Belmont circula, amplifiant sa légende. Les critiques le qualifièrent de naïf. Ses partisans saluèrent sa grâce. Il ignora les deux étiquettes, se concentrant sur la prochaine commande de meubles. Pourtant, en privé, il luttait avec une gratitude inquiète. Les dures leçons forgeaient souvent des liens indestructibles. Les années se transformèrent en une symphonie de triomphes routiniers. Emma obtint le statut de capitaine, commandant des vols internationaux. Clara dirigea une équipe développant des fuselages composites légers,
réduisant la consommation de carburant de 15%. Leur fondation commune sponsorisa des dizaines de filles dans des programmes STEM à l'échelle nationale. À l'anniversaire de la mort de Marina, la famille se rassembla sur sa tombe. Belmont, désormais aux cheveux gris mais debout, déposa des copeaux de cèdre taillés en forme d'aile sur la pierre tombale. Les jumelles lurent des lettres à la mère qu'elles n'avaient jamais rencontrée, décrivant leur premier vol, les prototypes, et le jardin de manguier du manoir. Le vent bruissait dans les feuilles comme des applaudissements. Après la cérémonie, ils visitèrent le centre de dons de lait fondé par Madame Arlène, désormais agrandi pour desservir plusieurs districts. Une plaque listait les donateurs initiaux, y compris les mères qui avaient nourri les jumelles. Emma s'adressa au personnel. « Vous avez sauvé nos vies, goutte après goutte. Aujourd'hui, nous volons parce que vous avez cru en nous. » Des infirmières invisibles essuyèrent des larmes tandis que les caméras cliquetaient. De retour à la maison, le trio regarda le coucher du soleil depuis le balcon. Belmont réfléchit. La vie m'a sculpté en un homme meilleur que je n'aurais jamais imaginé. Clara s'appuya contre son épaule et ajouta. Et vous nous avez sculpté en femme qui porte votre marque partout où nous allons. Les étoiles apparurent, les mêmes que Belmont avait autrefois contemplées depuis un toit fuyant, mais maintenant, elles scintillaient au-dessus d'un manoir, sans paraître moins miraculeuses. Le vœu avait dépassé son créateur, faisant briller la lumière sur d'innombrables chemins. C'était cela, son héritage. Le 20e anniversaire de la Christiana Memorial School and Health Center rassembla des dignitaires venus assister à l'inauguration d'une extension. Belmont, âgé de 70 ans, marchait lentement mais fièrement, une canne sculptée à la main par Clara. Une chorale d'enfants chanta une chanson intitulée « À Fatheress Promise », parole écrite par Emma lors d'une escale transatlantique. Alors que les discours se terminaient, une jeune fille nommée Amina tira la manche de Belmont. « Monsieur, je veux devenir ingénieur aérospatial et aider le capitaine Emma. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il s'agenouilla malgré ses genoux craquants, puis dit « Vise plus haut que les nuages, mon enfant. » Un photographe captura à l'instant une image qui serait plus tard publiée dans le magazine international Adeline sous la légende « La foi en vol ». Ce soir-là, une célébration privée remplissait le manoir. Apprentis, bibliothécaires, pilotes, ingénieurs, mères donatrices et anciens sceptiques se mêlaient dans une ambiance de gratitude. Belmont leva son verre pour demander le silence. D'une voix douce mais ferme, il déclara « L'amour est le seul investissement qui ne se déprécie jamais. Merci de l'avoir prouvé. » Les jumelles présentèrent une dernière surprise. Un documentaire retraçant leur voyage, prévu pour être diffusé dans des écoles du monde entier. Belmont regarda les montages de la bande-annonce, l'assure dans l'atelier, les couloirs de la bibliothèque, les lumières de la piste, puis resta submergé. Il dit à la salle « Si cette histoire enseigne quelque chose, c'est que chaque enfant est une piste. Débarrassez-la des débris, et ils décolleront. » Plus tard, seul sur le balcon, Belmont murmura aux étoiles. « Marina, nos filles volent plus haut que nous n'avons jamais rêvé. » Un jet lointain scintillait dans le ciel. Peut-être transportait-il Emma, peut-être pas, peu importait. Sa traînée traçait une signature lumineuse dans la nuit. Preuve que les vœux tenus avec amour peuvent défier la gravité pour toujours.